Okay. En mode A. Ouais. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Alors, on va peut-être attendre quelques minutes que là vous êtes une dizaine. On va attendre que tout le monde se connecte avant de commencer. Alors, mon collègue Nicolas m'a dit que, a priori, cette semaine, il y avait pas mal de participants qui seraient éventuellement absents, car ils étaient en pause pédagogique. Pour nous, c'est la semaine prochaine. C'était la semaine dernière, pardon. Alors, pendant que tout le monde est en train d'arriver, s'il y en a qui ont déjà des questions, euh, je veux bien y répondre. Allez, 19. 20. Bon, bah, du coup, on va commencer. Euh, donc, je me présente déjà. Je m'appelle Yves Bénilange. Vous avez mon adresse mail là, à l'écran. On va être ensemble pour une série de 4 cours de 2 heures, donc qui fait partie du cours d'origine de l'univers à l'origine de la vie. Et on va essayer donc du coup de balayer un petit peu toute cette thématique en complément du cours de Nicolas Frey. Alors, qu'est-ce qu'on va aborder, nous, pendant ce cours? Donc, aujourd'hui, on va… Alors, je vais commencer par un petit film, vous allez voir, un petit film rapide, historique, sur la notion de distance dans l'univers. En effet, pas souvent facile pour les non-initiés d'appréhender ces histoires de distance dans l'univers. On atteint des distances qui sont juste énormes. Et du coup, voilà, on va aller faire un petit tour de ce côté-là, histoire de voir de quoi, en gros, est composé notre univers visible, l'univers que l'on connaît. Et puis ensuite, donc, on ira un petit peu plus dans le détail de ces éléments qui composent l'univers, et je vous parlerai des étoiles.
de que sont les étoiles, de quoi elles sont formées, et puis plus précisément comment elles vivent. En effet, une étoile va avoir une naissance et puis une mort. Et donc, on va essayer de balayer un petit peu toutes ces étapes et essayer de vous faire sentir un petit peu comment ça peut évoluer, ces systèmes stellaires euh, au cours du temps. Ensuite, on ira vers des plus grandes structures de l'univers, c'est-à-dire les groupes d'étoiles dans l'univers, ce qu'on appelle les galaxies. Donc, je vous décrirai un petit peu ce qu'on connaît actuellement des galaxies. Et j'insisterai notamment sur ce qu'on appelle la collision entre les galaxies, qui est finalement ce qui va générer de l'évolution dans l'univers à grande échelle. Et puis donc ça nous amènera notamment à aller voir très loin dans l'espace, mais qui dit aller voir très loin dans l'espace, dit aussi aller voir très loin dans notre passé. Et du coup, ça va nous amener aux origines de l'univers. Et donc, le cours suivant portera sur un domaine qu'on appelle la cosmologie, qui est l'étude de l'univers dans son ensemble. Et on essaiera de comprendre ensemble justement comment cet univers a pu à un moment apparaître ou en tout cas se développer. Quels sont les différents modèles qui permettent de décrire finalement cette évolution de l'univers et quelles observations on peut en faire aujourd'hui. Comment ces observations peuvent nous permettre d'apporter des éléments de réponse sur l'évolution de cet univers. Et puis ensuite, donc, on attaquera un domaine totalement différent puisque on va aller regarder à une autre origine qui va être ce qu'on appelle l'origine de la vie. Donc, je vous parlerai de cette science qu'on appelle l'exobiologie, c'est-à-dire l'étude de la vie dans l'univers. Comment la vie apparaît, est-ce qu'elle apparaît ailleurs, comment elle a pu éventuellement se disséminer. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui des recherches sur ces traces de vie ailleurs, ce qui nous amènera à aller regarder notamment les études qui ont pu être faites au niveau du système solaire, des autres planètes du système solaire et des recherches de vie, notamment sur Mars ou encore sur la matière que composent les comètes ou encore un satellite tout à fait particulier de Saturne qui s'appelle Titan, qui est très intéressant en termes d'études de justement cette apparition de la vie sur potentielle sur une planète. Et puis on finira par un domaine qui est en pleine expansion depuis maintenant une quinzaine, une vingtaine d'années en astrophysique. C'est ce qu'on appelle les planètes extrasolaires. En effet, il y a un peu plus de 25 ans maintenant, on a détecté pour la première fois une planète autour d'une autre étoile. Et donc, ça m'amènera à vous parler de comment est-ce qu'on peut effectivement observer des planètes autour d'autres étoiles. Et qu'est-ce qu'on en tire aujourd'hui? On a plus de 4000 planètes aujourd'hui qui ont été observées. Et donc, on verra un peu les caractéristiques de ces planètes. On les comparera un petit peu à ce qu'on connaît du système solaire. Et puis, je finirai sur quelques mots sur la possibilité éventuellement de pouvoir prédire ou dire s'il y a présence de vie ou pas sur ces autres planètes en dehors du système solaire. Voilà pour le programme des 4 semaines à venir, puisqu'on se retrouvera tous les mercredis soirs à 17 h au même endroit sur Zoom. Alors, avant de commencer, est-ce qu'il y a des questions?
Comment? Non? Pas de questions jusque-là? Juste peut-être une précision. Donc, vous allez être évalué avec des contrôles continus. Vous avez eu un contrôle continu, je ne sais plus quand, il y a 2 semaines, je crois. Le prochain contrôle continu, du coup, ne sera pas la semaine prochaine, mais la semaine suivante. Et il portera donc sur les 2 derniers, enfin non, le dernier cours de Monsieur Frey et les 2 cours qu'on aura fait ensemble cette semaine et la semaine prochaine. Voilà, et puis enfin après, c'est Monsieur Frey qui reprendra la main pour le dernier cours, je crois, et qui fera donc du coup le dernier contrôle continu. Ok, donc s'il n'y a pas de questions, eh bien on va commencer, donc comme je vous le disais, par un petit film. Euh, donc je vais vous laisser regarder ça, c'est pas très long, hein. C'est un film historique en fait qui a été fait par la société IBM au début du développement des ordinateurs, donc dans les années 70, quand on a commencé à avoir des calculateurs suffisamment puissants, eh bien, on a pu intégrer dans des programmes différentes images qu'on peut avoir de l'univers dans sa globalité. Donc, on a créé ce petit film qui s'appelle Puissance de 10, que je lance maintenant. Alors, en anglais, Power of 10. Donc, voilà, ce film va traiter de justement les dimensions dans l'univers. On va partir d'une image qui est en fait un couple en train de pique-niquer dans un parc. Et donc, on va partir d'un carré. Ici, l'image est considérée comme un carré faisant 1 mètre de côté. Et en fait, à chaque seconde, on va multiplier par 10 la taille de ce carré. Et donc, on va s'éloigner de ce pique-nique, de ce parc. Alors bon, ça n'a pas l'air super le parc là, hein. C'est coincé entre l'autoroute et un port, mais bon. Donc on va s'éloigner comme ça à chaque seconde d'un facteur 10. Ici, on est à 1 km de côté, hein. Le carré fait 1 km de côté. Puis 10 km, puis 100 km, 1000 km, etc. Donc, on va s'éloigner au fur et à mesure de la Terre, voir apparaître justement la structure de la Terre, cette structure sphérique de la Terre. Non, la Terre n'est pas plate. On le sait. Il suffit de regarder les images prises depuis l'espace pour voir qu'effectivement, la Terre est une sphère de l'ordre de 12 000 km de diamètre. Et puis quand on s'éloigne, donc on est ici à 10 millions de mètres, pardon, on voit apparaître l'orbite de notre satellite, la Lune. Et puis ici, le trait qui barre ici le carré, c'est l'orbite de la Terre autour du Soleil. Je vais revenir après sur toutes ces distances. Ici, on commence à voir apparaître donc les orbites des planètes internes du système solaire, ce qu'on appelle les planètes telluriques. Et puis, quand on multiplie par un facteur 10, on va commencer à voir apparaître les planètes externes, les planètes géantes, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, avec ici même l'orbite de Pluton qui est indiquée.
et on va s'éloigner. Et vous voyez que quand on s'éloigne de ce système solaire, eh bien, on va passer un grand moment ici. Donc, on a multiplié 2 fois par 10 avant de pouvoir observer eh bien, les premières étoiles autour de nous. Donc ça nous indique déjà que l'espace autour de nous, autour du Soleil, autour du système solaire, est relativement vide. Et donc, vous voyez, sur l'échelle de gauche, maintenant, on va parler en années-lumière. Je vais revenir après sur comment on définit cette année-lumière. Mais vous voyez qu'ensuite, donc ici, ce sont des étoiles qu'on voit qui se regroupent dans une structure qu'on appelle une galaxie. Donc, on est ici à 10 000 années-lumière de côté, 10 puissance 20 mètres. Et on voit apparaître la structure de notre galaxie, la Voie lactée. Voie lactée qui est accompagnée de quelques galaxies satellites que vous voyez apparaître ici en bas de l'écran. On est ici avec des échelles de 100 000 à 1 million d'années-lumière. Et on va voir apparaître ensuite des galaxies assez similaires à la nôtre qui vont se regrouper dans ce qu'on appelle un amas de galaxies avec une taille typique, vous voyez, de la dizaine, voire la centaine de millions d'années-lumière. Et puis, ces amas vont se regrouper eux-mêmes en ce qu'on appelle des super-amas. Et on va arriver un petit peu aux limites de ce qu'on connaît, avec un carré qui fait 1 milliard d'années-lumière de côté. On est à la limite de l'observable. Bon, pas tout à fait, on va un petit peu plus loin aujourd'hui, mais on n'est pas loin de la limite de l'observable avec les moyens actuels. Alors maintenant, on rezoome pour revenir vers ce groupe de pique-niqueurs et on va faire le chemin inverse. Alors, le chemin inverse, ça veut dire quoi? On va aller zoomer sur le corps d'une des personnes assises dans l'herbe pour voir les structures qui existent, et cette fois-ci à l'échelle microscopique. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser par 10 à chaque seconde à partir de là. Donc maintenant, les carrés que l'on voit là sont des carrés qui sont 10 fois plus petits à chaque seconde. Et on va commencer à rentrer dans la structure de cet être vivant. On est ici à l'échelle du centimètre. On voit apparaître les pores de la peau. Et si on zoome encore, on va commencer à voir apparaître la structure même de ce derme. Ce derme qui est composé, comme toute la matière vivante, de cellules. Cellules qui ont des tailles typiques de la dizaine de micromètres. Et puis, si on zoome encore, on va aller vers les composés mêmes de cette cellule. À l'intérieur de cette cellule, on reviendrait aussi sur la description de la composition de ces cellules qui composent tous les êtres vivants. Et on voit apparaître ici des structures en hélice qui sont ce qu'on appelle l'ADN, avec des tailles typiques de la centaine de nanomètres, c'est-à-dire plus petites que le micron. Alors ici, vous avez une unité un peu étrange qui est l'angstrom. Ce n'est pas une unité classique, c'est une unité de spectroscopie. Et puis, donc, si on zoome, vous voyez que, alors je vais le mettre en nanomètres, ici à tour de 100 nanomètres jusqu'à 10 nanomètres, eh bien, on voit apparaître
les structures même des atomes qui vont composer cet ADN notamment, ici. Et on va rentrer même dans la structure des atomes au centième de nanomètre. Ce qu'on a ici, donc c'est un atome avec un noyau. Et donc, on va rentrer jusqu'à la structure du noyau composé de protons et de neutrons qui ont eux-mêmes été synthétisés dans les étoiles. Et on peut même aller encore plus dans le domaine du picomètre, voire du femtomètre, pour voir apparaître. Donc, alors, là, c'est une vue un peu particulière. C'est un peu psychédélique. Hein. C'est ce qu'on appelle les quarks, qui seraient les composés même des protons et des neutrons, qui seraient les particules élémentaires, donc qui composeraient toute la matière. Voilà pour ce petit film d'introduction. Ok, alors on va revenir un petit peu sur tout ce qu'on a vu hein, dans ce film. Alors, pas au niveau des structures atomiques, hein, on ne va pas aller vers l'infiniment petit, mais aujourd'hui, on va aller regarder plutôt les grandes structures, donc aller plutôt vers les grandes distances. Alors, quelques mots déjà sur les unités qui sont utilisées. En astrophysique, on va utiliser des unités parfois un peu particulières. Hein. Vous avez vu que les distances pouvaient aller jusqu'à des puissances de 20 du mètre. Hein. Donc, l'unité du système international, l'unité choisie pour mesurer toute chose, puisqu'il faut bien qu'on s'accorde sur un moyen de mesurer les choses, eh bien, on a choisi le mètre. Il existe un mètre étalon. Et les multiples du mètre, qui sont le kilomètre, qui est 1/1000 mètre, et puis pour les unités plus petites, le millimètre, 1/1000 de mètre. Vous connaissez tout ça. Ok, ce que vous connaissez peut-être un peu moins, c'est la deuxième unité qui est utilisée assez couramment en astrophysique, qui est justement ce qu'on appelle l'unité astronomique. Alors, qu'est-ce que c'est que cette unité astronomique? Quand on commence à s'éloigner de la Terre et aller regarder les corps autour, eh bien, vous avez vu qu'on va commencer à atteindre des distances qui vont être de l'ordre du million, voire du milliard de mètres ou de kilomètres. Et donc, ça commence à être un petit peu compliqué à parler en mètres. Et donc, on a défini une unité, qui est l'unité astronomique. Et cette unité, en fait, elle est calée sur la distance moyenne de la Terre au Soleil. Donc, c'est ça qu'on va appeler une unité astronomique. C'est la distance moyenne de la Terre au Soleil. Ça représente, en termes de kilomètres, à peu près 150 millions de kilomètres. 150 millions de kilomètres, c'est un peu difficile à s'imaginer peut-être. Si on prend la lumière qui nous provient du Soleil, cette lumière, elle voyage dans l'espace à une certaine vitesse, qui est justement la vitesse de la lumière. Je vais revenir en dessous, hein, c'est 3 × 10⁸ mètres par seconde. Et donc, la lumière qui nous provient du Soleil met 8 minutes à parcourir les 150 millions de kilomètres qui nous séparent du Soleil. Dit autrement, quand on regarde le Soleil, eh bien, on voit la lumière émise par le Soleil il y a 8 minutes. Ok, donc cette notion-là, c'est-à-dire que dès qu'on va regarder loin dans l'espace, ce qu'on va observer, c'est donc de la lumière qui nous provient des corps qui sont dans l'espace, mais cette lumière, pour arriver jusqu'à nous, va mettre un certain temps. Et donc, quand on voit, nous, cette lumière, eh bien, elle est partie du corps
qui l'a émise, eh bien, depuis une certaine durée. Et typiquement, là, pour le Soleil, eh bien, cette durée, c'est 8 minutes. Mais donc, ça veut dire que quand on regarde un corps en dehors de la Terre, eh bien, on regarde toujours dans le passé. Typiquement, on regarde le Soleil, quand on regarde le Soleil à l'œil nu, on regarde le Soleil comme il était il y a 8 minutes. Si un jour le Soleil s'éteint, comme ça, instantanément, ce n'est pas possible, mais bon, imaginons que quelqu'un coupe la lumière du Soleil. Donc, si le Soleil s'éteint, eh bien, on ne le verra que 8 minutes après qu'il se soit éteint. Bon, alors vous allez me dire, 8 minutes, ce n'est pas grand-chose. OK. Mais quand on va étendre ça aux étoiles qui sont plus éloignées, vous allez voir, ça va prendre tout son sens. OK, donc cette unité astronomique qui représente 150 millions de kilomètres ou 8 minutes lumière, eh bien, c'est ça qu'on va utiliser comme pour mesurer les distances dans un système planétaire, et notamment dans le système solaire. Donc, nous, la Terre, on se trouve à une unité astronomique du Soleil. Si vous prenez par exemple Vénus, se trouve à 0,7 unités astronomiques du Soleil, ou encore Mars se trouve à 1,5 unités astronomiques du Soleil. Donc, on va comme ça mesurer les distances en termes d'unités astronomiques. Alors maintenant, si on s'éloigne encore, c'est-à-dire qu'on sort du système solaire, qu'on va vers l'étoile la plus proche, bah là, pour le coup, l'étoile la plus proche, elle se trouve à 4 années-lumière. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, 4 années-lumière? Bah, c'est en fait la distance parcourue par la lumière en 4 ans. Donc, c'est comme ça qu'on va définir en fait une nouvelle unité qu'on appelle l'année-lumière. L'année-lumière, c'est la distance parcourue par la lumière en une année. OK, si on connaît la vitesse de la lumière, c'est 3 10 puissance 8, 300 millions de mètres par seconde, qu'on calcule sur une année combien il y a de secondes, ben, à peu près 30 millions de secondes, on peut calculer en mètres quelle est l'année-lumière et on va trouver 9500 milliards de kilomètres. Alors, ça commence à être difficile à appréhender, ça, 9500 milliards de kilomètres. C'est pour ça qu'on emploie une nouvelle unité qui va être donc cette année-lumière. Ça représente aussi en termes d'unité astronomique, hein, l'unité qu'on a définie plus haut, la distance de la Terre au Soleil, 65 000 fois l'unité astronomique. Donc 65 000 fois la distance de la Terre au Soleil. Et donc, on va le revoir tout à l'heure, mais l'étoile la plus proche de nous, Proxima du Centaure, eh bien, elle se trouve à peu près 4 années-lumière. Donc, c'est-à-dire que la lumière qui nous provient de l'étoile la plus proche a déjà mis 4 ans à nous parvenir. Ou dit autrement, l'étoile que l'on voit la plus proche de nous, eh bien, on la voit comme elle était il y a 4 ans. OK, donc ça veut dire que dès qu'on va regarder dans l'espace, hein, on va regarder dans le passé. On va regarder comment sont les étoiles, éventuellement les planètes, dans le passé. Donc, si c'est 4 années, bon, bah, ça ne va pas faire une très grosse différence. Hein, si l'étoile en 4 ans, en général, n'évolue pas, sauf dans des phases particulières, à des échelles aussi rapides. Mais si on s'éloigne dans l'espace, eh bien, les autres étoiles vont être plus éloignées. Et typiquement, par exemple, si on regarde le groupe d'étoiles qui forment notre galaxie, eh bien, ce groupe d'étoiles va faire 100 000 années-lumière. Autrement dit, la lumière, pour aller d'un bout à l'autre de notre galaxie, met 100 000 ans. Là, ça commence à faire beaucoup. Et si maintenant on regarde les galaxies comme la nôtre, c'est-à-dire des grosses galaxies, comme la galaxie d'Andromède, qui est la grosse galaxie la plus proche de la nôtre, eh bien, elle va se situer à 2 millions d'années-lumière. Autrement dit, la grosse galaxie la plus proche de nous, on la voit comme elle était il y a 2 millions d'années.
Et donc maintenant, vous imaginez bien que si on va voir des galaxies plus éloignées, eh bien, on va remonter dans le passé, on va aller voir l'univers, la matière dans l'univers, tel qu'il était il y a plusieurs millions d'années, plusieurs centaines de millions d'années, voire plusieurs milliards d'années. Et c'est comme ça, en regardant de plus en plus loin dans l'univers, qu'on va aller voir aussi l'univers de plus en plus jeune, puisqu'on va aller voir l'univers dans son passé. OK. Donc voilà pour les principales unités qu'on va utiliser. Parfois, vous allez peut-être rencontrer dans certains articles un peu scientifiques, on va dire, une autre unité qui est ce qu'on appelle le parsec. Alors, le parsec, c'est une unité assez particulière. En fait, ce qu'il faut vous imaginer, c'est… Alors, comment je vous explique ça? Prenons une étoile qui se trouve à peu près 3 années-lumière. Eh bien, si vous regardez une planète comme la Terre, qui est en orbite autour de cette étoile à une unité astronomique, eh bien, si vous regardez dans le ciel, l'angle soutenu par la trajectoire de cette planète, c'est-à-dire quand la planète va d'un bout à l'autre de son orbite, eh bien, elle va parcourir dans le ciel un arc de cercle de 1 seconde d'arc. Alors, la seconde d'arc, hein, c'est une unité d'angle, c'est-à-dire que dans l'espace, on a un tour complet, ça fait 360 degrés. Un demi-tour, c'est 180 degrés. Si on regarde le Soleil dans le ciel, qui a à peu près la même taille que la Lune, ça fait à peu près un demi-degré, c'est-à-dire 30 minutes. Ah oui, parce que les degrés sont divisés en 60 minutes. Donc le Soleil fait à peu près un angle, si vous voulez, d'un bout à l'autre du Soleil. Si vous prenez l'angle que ça peut faire, eh bien, ça vous ferait un angle d'un demi-degré. Eh bien, si on regarde la Terre, l'orbite de la Terre à 3 années-lumière, eh bien, ça va faire 1 seconde. Alors, dans 1 degré, on a 60 minutes. Dans 60 minutes, on a 60, dans 1 minute, pardon, on a 60 secondes. Donc, 1 seconde, c'est un 3600e de degré. OK, donc autrement dit, quand on va mesurer dans l'espace une certaine distance angulaire ou un certain angle, eh bien, cet angle correspond à 1 seconde. Ça correspondra à une Terre en orbite à 3,26 années-lumière. Bon, c'est aussi une unité qui est utilisée pour quand on se trouve à grande distance, notamment parce que c'est avec cette unité-là, en fait, qu'on va calculer l'éloignement des différentes étoiles. Puisqu'on va les observer au cours du temps, et au cours du temps, eh bien, on va les voir bouger dans le ciel du fait de la rotation de la Terre autour du Soleil. Sur une année, quand on est à un bout ou à l'autre de l'orbite, on va voir les étoiles bouger. Du coup, d'une seconde si l'étoile est à 3,26 années-lumière, mais pour des étoiles beaucoup plus éloignées, de fractions de secondes d'arc. Et c'est ça qu'on peut mesurer éventuellement. Bonjour Romain. OK. Alors, on va maintenant repartir donc sur le même. C'est une d'autres images, mais ça va représenter la même chose que ce qu'on a vu sur le petit film tout à l'heure. Donc, on va repartir ici d'un carré. La taille du carré ici est pardon.
un peu plus petit que tout à l'heure. Le carré au centre ici fait 1 cm. Peut-être prendre un... En fait, vous ne voyez pas quand je vous montre sur l'écran, je pense. Je vais prendre... je ne sais pas si c'est dans la noter. Pour la souris. Hop. Hop là, il est parti où là? Qu'est-ce que c'est que ça? Euh, bah, j'ai perdu ma présentation. Ah, elle est là. Elle est là, elle est là. J'ai essayé d'attraper un truc, mais je n'arrive pas à avoir. Hop, bien. Voilà. Un pointeur laser. OK. Donc, je vous disais que donc ce carré ici fait 1 cm de côté. Le carré suivant, qui l'entoure ici, fait 10 cm de côté. Et donc, à chaque fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier par un facteur 10 et donc regarder les différentes structures. Alors, bien sûr, au début, je vais aller assez vite, hein, et puis on va s'arrêter quand on va atteindre des dimensions un peu supérieures. OK, donc ce qu'on a ici, hein, c'est une fleur avec une abeille en train de butiner sur cette fleur. Et puis, si on s'éloigne un petit peu, donc ici maintenant, le carré au centre fait 10 cm, hein, c'est le même carré que tout à l'heure avec le nénuphar. Et puis ici, donc, on a un carré de 1 mètre. C'est la taille de ce carré. On est a priori au-dessus d'une mare qui se trouve dans un parc. Donc, on prend encore ici un facteur 10. On a maintenant un carré qui fait 10 mètres de côté pour le grand carré. Et puis, si on multiplie encore d'un facteur 10, on va voir le parc dans son ensemble. On a ici, donc, maintenant, j'aime un peu cette barre en haut. Alors, une seconde. C'est pas ça. Ah, un petit problème. Alors, désolé, j'ai dû quitter. Je vais remettre en route. Voilà. OK, donc voilà mon carré de 1 mètre de côté. Oh là là, OK. On passe. Vous voyez à l'écran là les diapos ou pas? Oui, on voit, monsieur. Oui, d'accord. Oui, monsieur. D'accord, Oui. merci. Parce que je n'étais pas bien sûr, je suis passé dans une configuration un peu bizarre là, sur mon écran à moi. Alors, OK. Donc ici, donc on s'est éloigné, donc on a maintenant 10 mètres de distance, on s'éloigne encore, on a 100 mètres. Donc on voit le parc ici. Cette taille de 100 mètres, hein, c'est la taille en gros maximale que l'on connaît actuellement pour des espèces vivantes. C'est un champignon, je crois, qui détient le record, avec une taille d'une centaine de mètres. Je n'arrive plus à avoir accès au défilement des diapos. Alors, je vais essayer avec les touches. Non. Ah, voilà.
OK, alors, on reprend. Donc ici, maintenant, on a un carré de 1 km. Voilà, c'est la taille typique d'un parc. Ensuite, on s'éloigne encore d'un facteur 10. On atteint une taille de 10 km. C'est la distance qui nous sépare de Paris. C'est à peu près la taille de Paris, d'ailleurs, intramuros. C'est la taille des grandes villes. Si on prend encore 10 km, ça va être typiquement la distance entre deux grandes villes. Paris-Chartres, par exemple, ça fait 100 km. Et puis, donc ici, nous, on est au-dessus de San Francisco, hein, c'est la baie de San Francisco. Donc, à une échelle ici de 100 km. Si on s'éloigne encore, on commence à voir apparaître la structure des continents. C'est la taille, la distance caractéristique entre les différentes capitales, par exemple, hein, à peu près 1000 km. C'est la distance qui nous sépare à peu près de Madrid ou de Barcelone. 1 millier de kilomètres. Et puis, si on prend encore un facteur 10, donc on arrive à 10 000 km pour la taille de notre carré, là. Et eh bien, on voit apparaître la Terre dans son ensemble. C'est à partir de cette distance-là qu'on commence à voir effectivement la rotondité de la Terre, puisque la Terre a un diamètre de 12 800 km. Donc, on peut voir ici sa courbure. Du coup, si la Terre fait à peu près 12 800 km de diamètre, sa circonférence à l'équateur va être de l'ordre de 40 000 km. Et du coup, la Terre, comme elle tourne sur elle-même en 24 heures, eh bien, ça fait que la vitesse ici de moi assis dans cette pièce ou de vous assis devant votre ordinateur, eh bien, c'est de 40 000 km divisé par 24 heures, c'est-à-dire 1670 km/h ou encore 500 mètres par seconde. Donc, vous voyez que l'immobilité dans laquelle on se trouve là, chacun dans nos fauteuils, est toute relative, hein, puisque, en fait, eh bien, par rapport à un point qui serait fixe, eh bien, on tourne actuellement autour du centre de la Terre à une vitesse de 500 mètres par seconde. Si on s'éloigne encore d'un facteur 10, donc on va atteindre 100 000 km de diamètre. On ne voit pas encore la Lune. La Lune se trouve à 300 000, 400 000 km. Mais on dépasse notamment l'orbite des satellites qu'on appelle géostationnaires, c'est-à-dire ces satellites qui tournent en même temps que la Terre et qui sont toujours au-dessus d'un point fixe. Il se situe à 36 000 km. Donc, si on multiplie par contre encore d'un facteur 10, ici on atteint 10 millions de kilomètres. Donc, on voit ici l'orbite de la Lune, alors qui est un peu allongée ici sur cette image. En vérité, l'orbite de la Lune n'est pas très allongée, hein, c'est quasiment un cercle. Et donc, la Lune est le corps, on va dire, extraterrestre le plus proche de nous, à quelques 400 000 km. Et il faut, pour une fusée, à peu près 3 jours pour y aller. Pour la lumière, il faut à peu près 1 seconde et demie. D'accord ? Donc, la lumière qui nous provient de la Lune, en fait, on la voit 1 seconde et demie après qu'elle soit partie de la Lune. Inversement, quand on envoie des informations à la Lune, imaginons qu'on ait des cosmonautes qui se soient posés sur la Lune, eh bien, ils entendent ce que l'on dit avec un décalage de 1 seconde et demie. OK, si on regarde maintenant… Oups, j'étais un petit peu vite. Je vais revenir en arrière. Si on regarde donc cette orbite lunaire, cette orbite lunaire, elle fait à peu près 2,4 millions de kilomètres en termes de distance. Or, la Terre tourne autour de la Terre sur une période qui fait à peu près 27 jours de 24 heures. Et donc, on peut calculer la vitesse de la Lune sur son orbite.
eh bien, la vitesse de la Lune sur son orbite, c'est de l'ordre de 1 km par seconde. Vous vous souvenez tout à l'heure, nous sur Terre, là, on est à 500 mètres par seconde. Eh bien, la Lune tourne 2 fois plus vite autour de la Terre. OK, si on s'éloigne encore, ce qu'on voit apparaître, en fait, c'est le trait qui traverse l'écran, là. C'est en fait l'orbite de la Terre. On a ici une partie de l'orbite de la Terre. La Terre met à peu près 4 jours pour parcourir cette orbite autour du Soleil. Et par contre, la distance au Soleil, c'est une unité astronomique, ça va être plus grand que ça, bien sûr, c'est 150 millions de kilomètres. La Terre, à quelle vitesse va-t-elle sur cette orbite? On peut aussi le calculer. Si on fait le calcul donc à partir de 150 millions de kilomètres de rayon de l'orbite de la Terre, eh bien, la circonférence, ça va être de l'ordre de 1000 millions de kilomètres, 1 milliard de kilomètres, parcourus en une année, c'est-à-dire en 365 jours. Et donc, si on traduit ça en vitesse, on divise la distance parcourue par le temps, eh bien, on obtient une vitesse de 100 000 km/h, c'est-à-dire 30 km/s. Alors, on n'est pas encore à la vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde, mais ça commence à être assez rapide. 30 km/s, c'est 30 fois plus rapide que la Lune autour de la Terre et 60 fois plus rapide que nous actuellement qui tournons autour du centre de la Terre. Quand on s'éloigne encore d'un facteur 10, donc ici on était à 10 millions de kilomètres, on passe à 100 millions de kilomètres, sauf que cette fois-ci, on l'a exprimé en unité astronomique. Donc 100 millions de kilomètres, ce n'est pas tout à fait une unité astronomique. Une unité astronomique, c'est 150 millions de kilomètres. Donc ça va représenter ici 0,67 unités astronomiques. 2 tiers d'une unité astronomique. Donc ici, on voit de nouveau l'orbite de la Terre avec le carré central qui fait 10 millions de kilomètres, qui était celui dans lequel on avait la Terre tout à l'heure. Et puis ici, on voit apparaître en dessous une autre orbite, c'est l'orbite de Vénus. Vénus qui se trouve, elle, à 0,7 unités astronomiques du Soleil. Alors, si vous regardez bien, tout en haut de l'image, on a aussi un petit bout d'orbite. Et en fait, ça, c'est l'orbite de Mars. L'orbite de Mars qui se trouve à 1,5 unités astronomiques du Soleil. OK. Alors, vous savez qu'on a envoyé un certain nombre de sondes spatiales sur Mars. On en reparlera au cours de prochains cours. Eh bien, le voyage pour aller sur Mars, il nous faut à peu près 6 mois, au plus court. D'accord? Quelques jours pour la Lune, 6 mois pour aller sur Mars. Et la Terre, elle, met à peu près 5 minutes pour aller jusqu'à Mars. Autrement dit, quand on communique, alors pas avec des humains, parce qu'on n'a pas envoyé encore d'humains sur Mars, mais avec des robots qui sont sur Mars, qu'on veut les piloter, eh bien, vous voyez qu'on a un décalage de 5 minutes entre le moment où on envoie un ordre à un robot et le moment où il le reçoit. Donc, du coup, ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir ou difficilement piloter des robots à la surface de Mars en direct, puisque ou sinon, il y aurait 5 minutes d'écart entre le moment où on dit quelque chose au robot, avance de 3 mètres, et le moment où il le reçoit. Donc, si entre-temps, il se passe quelque chose, on ne peut pas interagir. Donc, du coup, ce qu'on fait plutôt, c'est qu'on programme ces robots. Donc, on va plutôt utiliser des programmations sur la journée. Donc, on va envoyer des ordres aux robots pour leur dire, voilà, le jour prochain, vous allez faire tel programme. Avancer de 10 mètres, creuser 2 mètres dans le sol, récupérer des échantillons, les analyser et attendre. Et on envoie ça donc toutes les nuits. On communique au robot son programme du lendemain. Ça évite d'avoir ce décalage de 5 minutes. OK, si on fait encore un facteur 10, donc là, le carré a une taille de
6,7 unités astronomiques de côté, et on voit apparaître donc l'ensemble des planètes du système solaire interne, c'est-à-dire toutes les planètes telluriques, Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Et puis, on voit même apparaître ici l'orbite de la planète géante la plus proche de nous, la plus grosse planète du Soleil, Jupiter, qui se trouve à 5 unités astronomiques du Soleil. OK, si on s'éloigne encore d'un facteur 10, donc maintenant notre carré fait à peu près 67 unités astronomiques de côté. Et là, on voit que dans ces 67 unités astronomiques, on a toutes les planètes du système solaire. Donc, on voit au centre, on a les 4 planètes telluriques. Et puis ensuite, on a l'orbite de Jupiter, l'orbite de Saturne, Neptune, Uranus et Neptune. Et puis, on voit apparaître ici une autre orbite, qui est l'orbite de Pluton. OK. On a envoyé un certain nombre de sondes depuis les années 70 dans le système solaire pour aller étudier les autres planètes. Mais en fait, seules 5 sondes sur je dirais peut-être pas une centaine, mais en tout cas bien 50 sondes ont été envoyées à travers le système solaire. Et bien seulement 5 sondes ont dépassé actuellement l'orbite de Vénus, c'est-à-dire sont sorties de cette image en fait. Donc ça c'est juste pour vous dire que d'abord c'est long, ces sondes ont été envoyées dans les années 70-80, sauf pour New Horizons, qui a été envoyé beaucoup plus récemment. Avec un système de propulsion particulier. Mais néanmoins, ça reste des distances très longues à parcourir pour les sondes spatiales. Pour traverser donc, ce système solaire, il faut des dizaines d'années. Si on prend encore un facteur 10, donc là, on arrive à des distances qui sont de plusieurs centaines d'unités astronomiques, 670 unités astronomiques, soit 1/100e d'année-lumière. Et du coup, si ça fait 1/100e d'année-lumière, ça veut dire que la lumière met à peu près 1/100e d'année, c'est-à-dire à peu près 3 jours et demi pour traverser ici l'image. On n'a aucune sonde spatiale qui n'a jamais été aussi loin. La sonde spatiale actuellement la plus lointaine se situe à 150 unités astronomiques. Ça veut dire un quart de l'image. Elle a été lancée il y a 40 ans. Plus de 40 ans, même 45 ans. Donc, vous voyez que pour parcourir cette distance de 150 unités astronomiques, pour nos sondes spatiales, il leur faut déjà plusieurs dizaines d'années. 45 ans. Et ici, on n'est pas encore rendu à l'étoile la plus proche. Ah non, il va falloir encore prendre un facteur 10. Donc ici, la lumière met 1 mois à traverser le carré. On est à 0,1 année-lumière de côté. Et ce qu'on va rencontrer dans cet espace-là, c'est assez peu de corps. Simplement, on sait que dans ces distances-là, on a ce qu'on appelle un réservoir de comètes, qui sont des comètes qui ont été éjectées lors des premiers stades d'évolution du système solaire très loin du Soleil et qui se retrouvent donc en orbite très loin du Soleil. Quand leur orbite est perturbée, par exemple par une étoile qui va passer à côté du Soleil, eh bien, certaines de ces comètes vont éventuellement voir leur orbite perturbée et vont plonger à l'intérieur du système solaire. Si on prend encore un facteur 10, donc on arrive à 1 année-lumière, vous voyez qu'on n'a toujours pas d'étoile autour. Et oui, l'étoile la plus proche va se situer à 270 000 années-lumière, unités astronomiques, ou encore 4,2 années-lumière. Donc, vous voyez qu'ici, en fait, si on repart de cette dimension-là, qui est à peu près la dimension dans lesquelles on trouve les planètes du système solaire, à peu près 70-100 unités astronomiques, eh bien, il faut multiplier par un facteur 10, 100, 1000, 10 000
pour observer l'étoile la plus proche. Ça, pour vous souligner le fait qu'autour du système solaire, l'espace est très vide. Les étoiles sont très, très éloignées les unes des autres. Alors, il existe bien sûr des étoiles doubles, des étoiles pour lesquelles deux étoiles se sont formées en même temps, mais néanmoins, autour des systèmes d'étoiles, pour être plus général, eh bien, l'espace est entièrement vide. Autrement dit, il y a très peu de chances pour que deux étoiles se rencontrent un jour. Les étoiles sont tellement éloignées les unes des autres qu'elles ne vont jamais se rencontrer. Jamais. OK. À moins de 5 unités astronomiques du Soleil, on ne va rencontrer qu'une dizaine d'étoiles. OK. Donc, c'est un espace qui est relativement vide. Concernant les voyages interstellaires, puisque certaines science-fiction mentionnent ce type de voyage, eh bien, avec les moyens dont on dispose actuellement, ce n'est pas pour demain. En effet, si on prend la sonde Voyageur, je vous ai dit tout à l'heure, cette sonde, donc, elle est partie il y a 45 ans, elle a fait à peu près 150 unités astronomiques, et donc pour atteindre l'étoile la plus proche, qui se trouve à 270 000 unités astronomiques, eh bien, il lui faudra à peu près 100 000 ans. Autrement dit, si quelqu'un partait aujourd'hui pour Proxima du Centaure, eh bien, il y arriverait dans 100 000 ans. Donc, les voyages vers les autres étoiles, ce n'est pas pour tout de suite. OK, les étoiles, donc là, quand on le présente comme ça, on a l'impression que toutes les étoiles sont dans un même plan. En fait, non, les étoiles sont distribuées aléatoirement dans l'espace. Et donc, si on le représente sur un schéma, vous avez ici au centre le Soleil, en face de vous, ou du Soleil, Proxima du Centaure. Et puis, vous avez donc les étoiles les plus proches de nous ici, avec notamment une étoile très, très brillante dans le ciel, qui est Sirius, une étoile assez proche de nous, mais qui est surtout très, très grosse. Et puis, le centre de notre galaxie, donc la galaxie étant notre groupe d'étoiles on va dire proche, se trouve dans cette direction ici, indiquée par la flèche. OK, si on regarde une photo maintenant, voilà une photo qu'on peut voir du ciel. Donc ici, on a une photo qui fait un carré de une centaine d'années-lumière de côté. Donc, dans ce volume-là, à quelques 50 années-lumière de diamètre, de rayon, pardon, eh bien, on va rencontrer à peu près 1 millier d'étoiles. Donc, la densité d'étoiles dans l'espace n'est pas non plus très, très grande, même dans les galaxies, puisque vous voyez qu'ici, sur 50 années-lumière, on ne rencontre qu'un millier d'étoiles. Alors, si on s'éloigne encore, on va arriver à 1 millier d'années-lumière. En fait, on verra notre groupe d'étoiles, notre galaxie, est en fait pas sphérique, mais c'est un disque. Il a donc une certaine épaisseur. Eh bien, l'épaisseur de ce disque de la galaxie dans laquelle se trouve le Soleil, c'est à peu près 3000 années-lumière. Donc, à peu près 3 fois la taille de ce carré. Inversement, si on veut aller depuis le Soleil jusqu'au centre de la galaxie, eh bien, à ce moment-là, il faut parcourir 30 000 années-lumière. Donc, ça donne des tailles quand même beaucoup plus grandes. On est ici à 10 000 années-lumière, on voit le groupe local, si vous voulez, de la galaxie, on voit ce qu'on appelle le bras de la galaxie dans laquelle se trouve le Soleil, mais on ne voit pas encore la galaxie dans son ensemble. Il faut prendre encore un facteur 10 pour voir apparaître la galaxie.
Alors, ça, c'est pareil, c'est une image de la galaxie qui montre différentes étoiles dans cette galaxie. Et vous voyez que la plupart des étoiles, en fait, se trouvent dans le plan de la galaxie. On a quand même quelques étoiles qui se trouvent aussi en dehors. Alors, voilà maintenant notre carré avec 100 000 années-lumière de côté. Et donc, ce qu'on voit apparaître, eh bien, c'est ce groupe d'étoiles qui va former la galaxie qu'on appelle la Voie lactée, galaxie qui a à peu près une taille de 100 000 années-lumière. Nous, on se trouve dans le carré central, là, vous voyez à peu près 30 000 années-lumière du centre de la galaxie, c'est-à-dire à peu près à 20 000 années-lumière du bord de la galaxie. Alors, bien sûr, ces galaxies, ce n'est pas des étoiles immobiles. Les étoiles sont en orbite autour du centre de la galaxie. Comme les planètes sont en orbite autour du Soleil, eh bien, les étoiles sont en orbite autour du centre de la galaxie. Pour faire un tour de la galaxie, eh bien, le Soleil va lui aussi aller à une certaine vitesse. Si on calcule combien représente l'orbite du Soleil autour du centre de la galaxie, c'est à peu près 300 millions d'années-lumière. Donc, ça veut dire que le Soleil a fait au maximum 15 fois le tour de la galaxie depuis sa naissance, puisque le Soleil est né il y a 4,5 milliards d'années. Donc, depuis que le Soleil est né il y a 4,5 milliards d'années, il n'a fait que 15 fois le tour de la galaxie. Et pourtant, si on calcule la vitesse à laquelle ça correspond, eh bien, on est à des vitesses qui sont quasiment de 200 km/seconde. Pas 200 km/h, hein, 200 km par seconde. On est à peu près à 1/1000e de la vitesse de la lumière. 1000 fois moins que la lumière. Mais néanmoins, ça reste des vitesses assez vertigineuses. Ok, donc voilà à quoi ça pourrait ressembler si on en faisait un dessin. En fait, on a le centre de la galaxie et puis autour, ce qu'on appelle les bras de la galaxie, donc auxquels on donne différents noms. Et nous, le Soleil se trouve ici, hein, c'est indiqué Sun Location. On se trouve dans le bras d'Orion, qui est un des bras dans lesquels on a beaucoup de naissances d'étoiles. Ok, on va s'éloigner encore. On va prendre de nouveau un facteur 10. On se trouve maintenant à 1 million d'années-lumière de côté. Ce qu'on voit maintenant, donc c'est sur ces points-là, hein, ce ne sont plus des étoiles, hein, puisque les étoiles elles sont toutes petites. On ne les verrait pas. C'est des groupes d'étoiles qu'on voit. Donc des groupes d'étoiles, ça veut dire des galaxies en fait. Et en fait, on a des galaxies qui sont très proches de la nôtre. Mais c'est des galaxies naines, des petites galaxies qui se trouvent autour de nous. Alors, on a plusieurs petites galaxies autour de nous. Les deux principales sont le grand nuage de Magellan et le petit nuage de Magellan, qui se trouvent à peu près à 200 000 années-lumière du centre de la galaxie. Alors, je vous rappelle, hein, la galaxie, elle fait 100 000 années-lumière de diamètre. Ces étoiles ne se trouvent qu'à 2 fois le diamètre de la galaxie. Donc, elles sont relativement proches finalement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, pour le coup, la taille de la galaxie par rapport à la distance qui sépare les galaxies entre elles, eh bien, c'est comparable. Autrement dit, on va pouvoir avoir des collisions entre les galaxies. Mais alors attention, quand on a une collision entre deux galaxies, il ne faut pas croire que les étoiles qui composent ces galaxies se rencontrent. Les étoiles, elles sont tellement éloignées les unes des autres au sein des galaxies que même lors d'une collision entre deux galaxies, eh bien, il n'y aura pas de collision entre les étoiles. Mais d'autres phénomènes vont se passer. J'y reviendrai quand on parlera des galaxies. Ok, si on s'éloigne encore d'un facteur 10, donc on a ici maintenant un carré de 10 millions d'années-lumière de côté.
et on voit apparaître ce qu'on appelle un amas de galaxies. Donc, un amas de galaxies, ce sont des galaxies, ici, qui sont en fait en interaction les unes avec les autres. Donc, elles sont en orbite les unes autour des autres. Elles forment un groupe, un peu comme les étoiles forment la galaxie. Eh bien, les galaxies elles-mêmes forment des amas de galaxies. Et dans cet amas de galaxies, donc, on rencontre des galaxies similaires à la nôtre, des grosses galaxies. Celle qui est la plus proche de nous, c'est la galaxie d'Andromède. Elle se trouve à peu près 2,5 millions d'années-lumière. Notre groupe local fait à peu près la taille du carré ici, c'est de l'ordre de 10 millions d'années-lumière. Et puis, si on s'éloigne encore d'un facteur 10, eh bien, on s'aperçoit que en fait, les galaxies ne sont pas disposées n'importe comment dans l'espace, elles vont se regrouper. Donc, au centre, ici, on a notre amas de galaxies, mais il y a d'autres amas de galaxies qui nous entourent, et ces différents amas de galaxies sont en interaction les uns avec les autres, interaction gravitationnelle, et donc, eh bien, ça va former ce qu'on appelle des superamas de galaxies. Donc, en fait, à très grande échelle, c'est ça qu'on va observer, c'est que, eh bien, on va observer des galaxies qui vont s'assembler dans des structures qui vont former des amas, des superamas d'amas, jusqu'aux structures donc, les plus grandes de l'univers. On voit ici, donc, sur cette image, ça, ce n'est pas une photo, c'est une image reconstituée de l'amas de galaxies, enfin plutôt le superamas de galaxies qui nous entoure, avec une taille qui est de l'ordre du milliard d'années-lumière. Voilà, et donc finalement, on arrive à la limite de ce qu'on connaît, c'est-à-dire quand on arrive avec un carré qui fait 1 milliard d'années-lumière de côté, eh bien, on a ici une structure de superamas où on voit que les galaxies ne se mettent pas n'importe comment dans l'espace. Il y a des endroits où l'espace est plus vide qu'à d'autres. Les galaxies, ou les amas de galaxies, se répartissent autour d'une espèce de surface comme des bulles sur une surface. OK, et voilà un petit peu l'image qu'on pourrait avoir de notre univers si on voulait le dessiner. Donc, on aurait ces structures d'amas de galaxies, de superamas, qui se regroupent ici, donc sur des espèces de filaments autour de cet univers, enfin dans cet univers. OK, alors voilà pour les histoires de distance. Vous pouvez retrouver, si vous voulez, le petit film à cette adresse-là. Vous en avez un autre aussi qui se trouve sur YouTube, où on peut retrouver ici à cette adresse. Vous aurez tout ça sur le document que je vous partagerai sur Eprel. OK. Alors maintenant, on va passer donc justement à l'étude de ces étoiles. Qui composent l'univers. Alors, si j'y arrive. Hop. OK. Alors, on va donc mettre. Ah, c'est en pause. Tac, tac, tac. Reprendre le partage. Ah ben non, mais c'est pas celui-là. Nouveau partage. Où est-ce qu'il est? Là. C'est bon? Vous voyez le diaporama là, le nouveau? Oui. OK, merci. OK, donc dans le temps qui nous reste aujourd'hui, là, on va donc parler des étoiles. Donc ces étoiles qui sont en fait les structures dans lesquelles se trouve la masse visible
de l'univers. Alors, je vais vous donner d'abord quelques généralités sur les étoiles, et puis ensuite, on verra comment on en est arrivé à classer les étoiles dans différentes catégories à partir de caractéristiques des étoiles. On va pouvoir différencier différents types d'étoiles. C'est ce qu'on appelle la classification spectrale. Donc, je vous expliquerai ce que ça veut dire, ce terme spectral. Et puis ensuite, donc, ça nous amènera à parler notamment de comment les étoiles brillent, quelle est la source d'énergie des étoiles, d'où provient cette énergie qui fait que les étoiles brillent. Et puis, on en arrivera à la conclusion que cette source d'énergie, au bout d'un moment, elle va se tarir, et donc les étoiles vont arrêter de brûler, et elles vont finir leur vie comme des corps qui se refroidissent au cours du temps, jusqu'à s'éteindre complètement. Donc, on parlera de la vie et de la mort des étoiles. OK. Alors, on commence par quelques généralités. OK. L'étoile qu'on connaît le mieux, eh bien, c'est l'étoile qui est la plus proche de nous. C'est le Soleil. Hein, si vous voulez avoir une image d'une étoile, regardez le Soleil. Vous avez l'image d'une étoile tout à fait classique en termes de taille et de masse. Alors, quelle est la taille du Soleil? C'est à peu près 100 fois la taille en termes de diamètre, hein, c'est à peu près 100 fois la taille de la Terre. En termes de masse, par contre, donc si c'est 100 fois la taille de la Terre, pour avoir la masse, comme la masse dépend du volume, il faudrait élever au cube. Et donc, on va arriver à quelque chose qui est de l'ordre de 3 × 10⁵ fois, c'est-à-dire 300 000 fois la masse de la Terre. En fait, ça représente quasiment toute la masse du système solaire. En fait, dans le système solaire, on parle beaucoup des planètes, on parle des comètes, on parle des petits corps, mais tous ces corps-là ne représentent pas plus que 2% du total de la masse du système solaire. 98% de la masse du système solaire se trouve dans l'étoile centrale, le Soleil. Le reste, ce qui a formé les planètes, c'est un résidu de la formation de cette étoile. OK, quand on regarde le Soleil, ce qu'on voit, c'est sa partie externe. La lumière qui nous provient du Soleil provient de ce qu'on appelle la photosphère du Soleil. Photo, parce que photon, justement, donc lumière, hein, la lumière est composée de photons. Donc, on appelle ça la photosphère. Et la température de cette surface, si vous voulez, du Soleil, ce n'est pas une vraie surface, hein, ce n'est pas une surface solide. C'est la surface en termes de ces deux là que provient le rayonnement qui est issu du Soleil. Cette surface est à une température de quelques 6000 degrés. Alors là, c'est pareil, c'est un peu difficile à imaginer, 6000 degrés. Je ne sais pas quelle comparaison je pourrais vous donner, mais par exemple, si vous avez un four à pyrolyse, votre four à pyrolyse, il va monter jusqu'à à peu près 500 degrés. En laboratoire, on va utiliser des fours aussi qu'on peut chauffer jusqu'à à peu près 1500 degrés. On a du mal à aller plus haut que 1500 degrés. Non, ici, on a une température de 6000 degrés. C'est très, 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 très chaud. Et néanmoins, ces 6000 degrés, eh bien, ça en fait une étoile tout à fait banale. Hein, le Soleil est une étoile tout à fait classique. Elle n'a rien d'extraordinaire. Elle a une masse tout à fait standard et du coup, une température aussi tout à fait standard pour une étoile. On va le revoir ensuite, mais sachez que la température de l'étoile, ces 6000 degrés, vont donner la couleur de l'étoile. Donc, à 6000 degrés, l'étoile est vue jaune.
OK, si on regarde les étoiles qui sont un petit peu autour de nous, ben, je vous en ai déjà parlé, on a Proxima du Centaure, 4,2 années-lumière, et puis d'autres étoiles de la constellation du Centaure, Alpha, Beta du Centaure, 4,4. D'autres étoiles assez proches, Sirius, dont je vous ai parlé aussi tout à l'heure, 8,6 années-lumière. Et puis ensuite, on a deux étoiles, Vega et Bételgeuse, à 25. Et puis Bételgeuse, beaucoup plus éloignée, mais j'en parle ici parce que je vais en reparler tout à l'heure, à plus de 400 années-lumière. Le diamètre de ces étoiles varie beaucoup. Je vous l'ai dit, le Soleil, c'est une étoile tout à fait standard, qui a à peu près 1 500 000 km de diamètre. Ça représente à peu près 4 secondes-lumière. Autrement dit, la lumière met 4 secondes pour aller d'un bout à l'autre du Soleil. Mais il y a des étoiles pour lesquelles la lumière, pour aller à un bout à l'autre de l'étoile, eh bien, ça met plus de 20 minutes. Donc là, ça commence à faire des étoiles qui sont relativement grosses. Je vous rappelle que nous, sur Terre, on se trouve à 8 minutes-lumière du Soleil. Autrement dit, c'est des étoiles qui engloberaient l'orbite de la Terre à l'intérieur de leur photosphère. Et ça arrive. OK, ce que vous pouvez conserver à l'idée, c'est que, vous voyez ici, si vous comparez le diamètre des étoiles de l'ordre de la seconde-lumière ou de la minute-lumière, de la dizaine de minutes-lumière, eh bien, c'est très petit par rapport à la distance entre les étoiles qui, elles, se comptent en années-lumière. Donc ça veut dire que les étoiles, comme je vous le disais déjà tout à l'heure, vont avoir très peu de chances de se rencontrer. OK, quand on regarde dans le ciel, souvent, on va avoir tendance à regrouper les étoiles pour faire des formes. Ça, c'est le cerveau humain qui est fait comme ça. Le cerveau humain, quand vous lui mettez quelque chose, des points comme ça, dispersés dans l'espace, eh bien, il va chercher à reconstruire quelque chose à partir de ces points. Et donc, comme pendant longtemps, les hommes ont habité dehors et regardé le ciel la nuit, sans lumière parasite, eh bien, du coup, ils se sont amusés à créer des formes dans le ciel. Et ici, vous avez la forme la plus connue, c'est ce qu'on appelle la grande ours. Alors, ce qu'on connaît surtout de la grande ours, c'est cette forme en forme de casserole. C'est-à-dire, si on relie ici ces étoiles, on va pouvoir créer un espèce de carré ici ou un rectangle avec un trait qui part du rectangle. Et ça va former comme un manche de casserole ici, et puis ici une casserole. Mais néanmoins, donc ce groupement d'étoiles, c'est ce qu'on va appeler une constellation. Eh bien, on a ici donc la constellation de la Grande Ourse. Alors en fait, cette constellation de la Grande Ourse, elle comporte aussi un certain nombre d'autres étoiles qui sont moins connues, mais qui pourtant font partie de cette même constellation. Alors, un exemple de ces constellations, donc je vous ai parlé de la Grande Ourse qu'on retrouve sur l'image de droite ici. Vous avez aussi la Petite Ourse. Donc, la Petite Ourse, c'est ce que vous retrouvez ici à gauche. Vous voyez que ça a à peu près la même forme, la forme d'une casserole ici, avec un manche. Alors, la particularité, c'est que le manche, ici, se termine sur l'étoile polaire. Alors, qu'est-ce que c'est que cette étoile polaire? L'étoile polaire, vous savez, la Terre tourne sur elle-même. Je vous en parlais tout à l'heure, on tourne à 500 mètres par seconde sur nous-mêmes. Et donc, on tourne autour d'un axe. Donc, quand on se situe quelque part sur la Terre, dans l'hémisphère nord, qu'on regarde le ciel, eh bien, comme nous, on est immobile sur Terre, ce qu'on va voir, c'est qu'au lieu de… On ne voit pas la Terre tourner, mais on voit le ciel qui tourne autour de la Terre. Et donc, ce ciel tourne autour de la Terre, autour de l'axe du pôle autour duquel la Terre tourne. Et donc, c'est ça qu'on appelle l'étoile polaire. C'est cette étoile qui est quasiment immobile dans le ciel au cours de la nuit, puisqu'il se trouve sur l'axe de rotation. Les étoiles autour vont tourner autour de cette étoile polaire au cours de la nuit.
Et puis au cours de la journée aussi, bien sûr. OK. Donc, on retrouve ici nos constellations. Et ces constellations, en fait, elles ont été au départ créées, si vous voulez, par les hommes, parce qu'on a cette tendance à vouloir regrouper les étoiles entre elles, mais aussi parce que ça nous sert de repère, en fait. Quand vous regardez le ciel, si vous connaissez une constellation, vous allez pouvoir l'identifier assez rapidement et prendre par rapport à cette constellation un certain nombre de repères. Alors, par exemple, si vous vous retrouvez avec des copains sur la plage ou on va dire dans une région où il n'y a pas trop de lumière un soir et que vous regardez le ciel, vous allez pouvoir observer la grande ourse. Tout le monde la connaît, tout le monde l'identifie, c'est cette casserole. Eh bien, si vous prenez le bout de la grande ourse, les deux étoiles qui constituent ici le bout de la casserole, et que vous reportez 5 fois la distance qu'il y a entre ces deux étoiles, dans la direction qui lie ces deux étoiles, eh bien, vous allez tomber sur l'étoile polaire. Et donc, vous allez être capable d'identifier où se trouve l'étoile polaire et autour de quel point toutes les étoiles du ciel vont tourner au cours de la nuit. Du coup, une fois que vous avez trouvé l'étoile polaire, vous pouvez trouver la petite ours. Voilà, c'est comme ça qu'on utilise finalement ces constellations. Alors, attention, les étoiles qui constituent les constellations ne sont pas forcément des étoiles qui sont proches les unes des autres. En effet, quand on regarde le ciel, en fait, on voit toutes les étoiles qui se projettent sur le fond du ciel. Mais en réalité, ces étoiles, elles sont dispersées dans l'espace. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir, dans la Grande Ourse, par exemple, certaines étoiles qui sont beaucoup plus proches de nous et d'autres beaucoup plus éloignées. OK. Alors, les astronomes donc, ont défini un certain nombre de constellations. Il y en a 88 définies par l'Union astronomique internationale. On peut les retrouver sous forme de catalogue si on a besoin de se repérer dans le ciel. Alors, vous avez ici un autre exemple de constellation. C'est la constellation d'Orion. Elle est aussi assez facile à voir dans le ciel, surtout en ce moment, en hiver. Si vous regardez en début de nuit vers l'est, vous allez facilement repérer 3 étoiles alignées. C'est ce qu'on appelle la ceinture d'Orion. Et puis 2 étoiles très brillantes qui se trouvent ici en haut à gauche et en bas à droite de ces 3 étoiles alignées, Rigel et Bételgeuse. Et puis ensuite, vous avez un certain nombre d'autres étoiles qui vont compléter cette constellation. OK. Alors, si on la regarde dans cette constellation, donc du coup, d'Orion, en vraie couleur, ça c'est une photo prise en vraie couleur, eh bien, on peut voir que dans cette constellation, on retrouve ici les 3 étoiles alignées, et puis en haut à gauche, Bételgeuse, et en bas à droite, Rigel. Si on compare donc les étoiles qui constituent le principal de la constellation, elles apparaissent à peu près blanches, on va dire neutres en termes de couleur. Mais par contre, si on regarde Bételgeuse, eh bien, vous voyez que Bételgeuse, elle apparaît rouge. Donc, c'est une étoile qui est rougie. Inversement, si vous prenez l'étoile qui est en bas à droite, Rigel, eh bien là, pour le coup, cette fois-ci, Rigel, elle, apparaît bleue. Donc, ce qu'on voit, c'est que les étoiles, du coup, vont pouvoir avoir des couleurs différentes quand on les regarde dans le ciel. Alors, en fait, vous voyez que ces étoiles peuvent apparaître aussi avec différentes luminosités, mais si on compare 2 étoiles de même luminosité, comme par exemple Bételgeuse et Rigel, sont des étoiles qui ont à peu près la même luminosité, qui sont des étoiles très lumineuses, eh bien, elles n'ont pas forcément la même luminosité intrinsèque.
c'est-à-dire qu'elles n'émettent pas forcément la même lumière. Ça va dépendre notamment de la distance à laquelle elles se trouvent de nous. Donc, comme les étoiles ne se trouvent pas toutes à la même distance, plus elles vont être éloignées de nous, et bien plus elles vont paraître sombres. Moins la lumière va nous parvenir. Ok, donc quand on observe deux étoiles de même luminosité, soit elles sont à la même distance, ça veut dire que ce sont deux étoiles similaires, soit s'il y en a une qui est plus proche et l'autre qui est plus éloignée, eh ben, ça veut dire que l'étoile la plus éloignée émet beaucoup plus de lumière que l'étoile la plus proche. Ok, ce qu'on va pouvoir avoir aussi, c'est éventuellement des étoiles qui vont avoir, au-delà de la distance qui est différente, hein, juste pour Bételgeuse, la distance c'est 400 années-lumière, alors que pour Rigel, la distance est beaucoup plus courte. Elles vont pouvoir avoir aussi éventuellement des tailles très différentes. Donc, vous voyez ici, pour Bételgeuse, la taille, c'est 650 rayons solaires. 650 fois la taille du Soleil. C'est plus que la distance de la Terre au Soleil. Si on prend par contre Rigel, donc qui, elle, se situe à une distance de 800 années-lumière, eh bien, le rayon, c'est 80 rayons solaires. Donc, elle est plus éloignée que Bételgeuse, et puis elle est aussi plus petite. Elle fait 80 rayons années-lumière. Mais néanmoins, elle émet, enfin, nous, on reçoit quasiment autant de lumière de l'une de l'autre. Ça veut dire que Rigel émet beaucoup plus de lumière que Bételgeuse. Parce que Bételgeuse est plus près, plus grosse. Si elle émettait la même lumière que Rigel, eh bien, à ce moment-là, elle paraîtrait beaucoup plus brillante. Et ce n'est pas le cas. Donc, ça veut dire que Rigel est beaucoup plus brillante actuellement. Alors, on va le voir après, mais la lumière qu'émet une étoile est fortement corrélée à sa masse. Et en fait, Bételgeuse et Rigel ont des masses qui sont assez proches, finalement. Une vingtaine de masses solaires pour Rigel, une quinzaine pour Bételgeuse. Ce sont quand même des étoiles qu'on appelle géantes. Hein. Au-delà de quelques masses solaires, on va appeler ça des étoiles géantes. Mais ici, on a pour Bételgeuse ce qu'on appelle une géante rouge. Alors, vous voyez que sa température est de 3600 degrés à la surface. C'est assez peu, hein. Le Soleil, c'était 6000. Donc ici, ça veut dire qu'on a une étoile relativement froide. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle va être rouge. Plus les étoiles sont froides, plus elles sont rouges. Inversement, une étoile comme Rigel, eh bien, apparaît bleutée et sa température est beaucoup plus élevée. Elle est de 10 000 degrés. Ça, c'est ce qu'on va appeler une géante bleue. Ok, donc ce qu'on voit, hein, c'est que on a plein d'étoiles de différentes couleurs et qui peuvent se situer à des distances différentes, qui peuvent avoir des tailles différentes, qui peuvent avoir des masses différentes. Alors, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est comment tous ces paramètres sont liés les uns aux autres. Ah oui, juste une chose que je précise ici. Donc, l'image précédente était en vraie couleur, d'accord? Mais on sait aussi faire des photographies dans des couleurs qu'on ne voit pas à l'œil. Par exemple, dans l'infrarouge, c'est-à-dire au-delà du rouge, dans des couleurs qui sont plus rouges que rouges. Nos yeux ne les perçoivent pas, mais néanmoins, ce sont des couleurs qui existent. Il y a de la lumière qui est émise dans le domaine infrarouge. D'ailleurs, vous-même, vous émettez de la lumière dans le domaine infrarouge. Bon, c'est le cas aussi pour ce qu'il y a dans les étoiles ou autour des étoiles. Et c'est de là que vient la photo qui est sur cette diapositive. Cette photo sur les diapositives, on a superposé en fait une photo prise dans le domaine visible et une photo prise dans le domaine infrarouge. Et on voit donc
la lumière visible, on retrouve nos étoiles, Bételgeuse, Rigel, mais on voit aussi autour des étoiles eh bien, un certain nombre de structures qui ne sont pas des étoiles. C'est ce qu'on va appeler des nuages interstellaires, puisque c'est des nuages qui sont entre les étoiles. C'est des nuages qui sont très froids, à quelques dizaines de degrés Kelvin, c'est-à-dire en degrés Celsius, ça fait moins 250 degrés Celsius. Donc très très froid. Il fait très froid dans l'espace. Néanmoins, c'est dans ces nuages, qui sont composés majoritairement de gaz et de poussière, que vont naître les futures étoiles. Ah oui, ça c'était juste une image pour vous montrer un petit peu la taille de Bételgeuse. Donc je vous ai dit un 650 rayons solaires. On a réussi à en faire, parce que comme elle n'est pas trop loin, on a réussi à en faire une image. Donc vous l'avez ici. Vous voyez qu'elle est un peu déformée apparemment. C'est en fait une étoile en fin de vie. C'est une étoile qui, je vous l'ai dit, est relativement froide, 3500 degrés à la surface. C'est parce que c'est une étoile qui a fini de vivre et qui est en train de s'étendre dans l'espace. Donc, elle est en train de mourir, en fait. Et quand elle meurt, une étoile, elle passe par un stade où elle va gonfler. En fait, elle va éjecter ses couches externes. Et ce qu'on voit là, eh bien, ce sont justement les couches externes de l'étoile. Alors, vous avez ici donc la taille de l'étoile et on peut comparer donc à la taille de l'orbite de la Terre. Vous voyez que la taille de l'orbite de la Terre est largement à l'intérieur de l'étoile. Et même ici, la taille de l'orbite de Jupiter est à l'intérieur de l'étoile. Donc, pour des étoiles qui sont ici des étoiles relativement grosses quand même, je vous l'ai dit, une quinzaine de masses solaires, ça commence vraiment à être gros, eh bien, ces étoiles, quand elles vont finir leur vie, elles vont gonfler et englober l'espace qu'il y a autour d'eux. Eh bien, le Soleil, il va faire pareil à la fin de sa vie. À la fin de sa vie, le Soleil va finir en géante rouge, c'est-à-dire qu'il va gonfler et englober, alors peut-être pas jusqu'à l'orbite de Jupiter, enfin sûrement pas, parce qu'il est beaucoup quand même moins massif que Bételgeuse, mais néanmoins, certainement que ce Soleil va gonfler jusqu'à englober l'orbite de la Terre. Bon, alors ça fait un peu peur, ça, mais bon, il faut quand même raison garder. On prévoit cette augmentation de taille du Soleil dans 4 milliards d'années. Donc, on a un petit peu le temps de voir. OK. Alors, vous voyez que je vous ai parlé beaucoup de couleurs, là. Maintenant, on va passer donc à ce qu'on appelle la classification spectrale des étoiles. Comment est-ce qu'on peut classer finalement les étoiles à partir de leur type, des différents types d'étoiles? Eh bien, ça va être à partir de leur spectre. Alors, qu'est-ce que c'est que le spectre d'une étoile? Alors, le spectre, ce n'est pas le fantôme d'une étoile. Alors, on va donc classer les étoiles à partir d'une technique qu'on appelle la spectroscopie. Alors, la spectroscopie, c'est quoi? C'est l'étude du spectre de l'étoile. OK, bon, on n'a pas dit grand-chose une fois qu'on a dit ça. Qu'est-ce que c'est que le spectre d'une étoile? Eh bien, c'est comment la lumière qui est émise par l'étoile peut être dispersée et on peut mesurer les différentes composantes, ou autrement dit, les différentes couleurs que comporte cette étoile. Alors ça, on peut faire ça avec des instruments, mais c'est aussi quelque chose qui est fait naturellement dans la nature, en fait. En fait, les arcs-en-ciel sont une forme de spectroscopie. C'est une dispersion de la lumière du Soleil à travers les gouttes d'eau. En fait, si vous avez une goutte d'eau, que vous avez le Soleil qui éclaire cette goutte d'eau, eh bien, la lumière du Soleil va rentrer dans la goutte d'eau, se réfléchir à l'intérieur et en ressortir. Comme elle va passer de l'air à l'eau, la lumière, elle va traverser l'eau, eh bien, en traversant l'eau, elle va se décomposer en différentes couleurs.
Et donc, du coup, eh bien, ça va décomposer sa lumière sous forme d'un arc-en-ciel. OK, on peut faire la même chose avec un prisme. Alors, un prisme, c'est quoi? C'est juste un coin de verre. Donc, c'est un bout de verre qu'on a taillé en coin. Et donc, si vous faites rentrer la lumière du soleil, par exemple, dans ce coin de verre, eh bien, comme ici, on va passer de l'air au verre, eh bien, on passe à travers une surface ici d'un matériau différent. Et donc, ça va séparer les différentes couleurs. Donc, on va retrouver à la sortie, eh bien, comme un arc-en-ciel, une dispersion des différentes couleurs depuis le rouge jusqu'au violet. Okay, donc, les différentes couleurs que l'on voit, ça va aller du rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet. OK. Donc, c'est ça qu'on appelle décomposer le spectre de la lumière. Ça veut simplement dire séparer la lumière dans ses différentes couleurs. OK, si on fait ça avec la lumière des étoiles, eh bien, on va s'apercevoir que la lumière des étoiles ne se sépare pas, la lumière des différentes étoiles ne se sépare pas toutes de la même façon. Il y a certaines étoiles pour lesquelles on va avoir beaucoup plus de violet que de rouge, et même pas du tout de rouge, en fait. Et puis, il y a d'autres étoiles pour lesquelles on va avoir plus de bleu que de violet. Et on commence à apercevoir du rouge. Puis des étoiles pour lesquelles on va avoir plus de vert que de bleu que de violet, et qu'on va commencer vraiment à voir du rouge. Puis des étoiles pour lesquelles on va commencer à tirer vers le jaune. D'abord le jaune pâle, puis le jaune, comme le soleil. Et là, pour le coup, on va avoir beaucoup de lumière rouge et un petit peu de lumière violette quand même. Donc, c'est en ça que l'étoile de type solaire est une étoile tout à fait standard. C'est qu'en fait, elle comporte à peu près toutes les couleurs du rouge au violet. Et puis ensuite, on va avoir des étoiles pour lesquelles on n'a plus de violet, mais par contre, on a beaucoup de rouge. Et puis même des étoiles pour lesquelles on n'a plus de bleu, mais beaucoup de rouge, encore plus de rouge. Et des étoiles pour lesquelles on n'a même plus du tout de vert ni de jaune, mais beaucoup, 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 quasiment plus que du rouge. OK. On peut montrer que en fait, cette couleur des étoiles, c'est-à-dire si elles sont plutôt violettes, plutôt bleues, plutôt vertes, plutôt jaunes, plutôt rouges, est liée à leur température. Plus une étoile va être chaude, plus sa température va tirer sur le violet. Inversement, plus une étoile va être froide, plus sa lumière va tirer sur le rouge. OK, pour une étoile, et puis ensuite, donc, c'est par rapport à cette couleur, finalement, qu'on va classer les étoiles. On va avoir 7 classes d'étoiles, O, B, A, F, G, K, M. Donc, les étoiles de type O sont les étoiles qui apparaissent bleu-violet. C'est les étoiles les plus chaudes. On atteint des températures qui vont de 30 000 à 60 000 degrés à la surface de ces étoiles. Et puis ensuite, donc, quand on va aller vers les étoiles de plus en plus froides, eh bien, on voit que la couleur va devenir plus bleue, puis plutôt blanche. Blanche, ça veut dire qu'on a un mélange à peu près équivalent de toutes les couleurs. Puis ensuite, plutôt jaune, puis un jaune moins pâle, qui va être un jaune comme le soleil. Puis ensuite, ça va tirer sur le orange et enfin sur le rouge. Pour les étoiles de type B, donc on va être avec des températures de l'ordre de 20 à 30 000 degrés. Pour des étoiles de type A, de 7005 à 20 000 K. Pour des étoiles de type F, de 6000 à 7500 K. Pour les étoiles de type G, donc comme le Soleil est une étoile de type G, entre 5000 et 6000 K. Et puis ensuite, c'est les étoiles plus froides de type K, qui vont être jaune-orangé, 2500 à 5000 K. Et pour les étoiles les plus froides, les étoiles de type M,
c'est de l'ordre de 2000 à 3500 K. OK, donc ce que vous pouvez retenir, hein, c'est plus une étoile va être chaude, plus sa lumière va tirer sur le bleu. Inversement, plus une étoile est froide, plus sa lumière tire sur le rouge. Alors en fait, vous savez que vous-même, vous émettez de la lumière là actuellement. Mais c'est de la lumière qui est au-delà du rouge. Parce qu'en fait, votre corps est tellement froid, par rapport aux étoiles, bien sûr. Sinon, normalement, il fait 37 degrés. Bon. Eh bien, vous allez émettre de la lumière, sauf que cette lumière, elle va être au-delà du rouge, ça va être de la lumière infrarouge. C'est pareil pour les planètes. Les planètes n'émettent pas de lumière en elles-mêmes, comme le Soleil, mais néanmoins, elles émettent quand même de la lumière dans le domaine infrarouge, parce qu'elles ont des températures qui sont relativement basses. Alors, ça, c'est une autre vision de ce spectre des étoiles. Vous voyez qu'on retrouve la nomenclature ici, B, A, F. Il manque les étoiles O, mais bon. B, A, F, G, K, M. Vous voyez qu'il y a des petits numéros à côté. Ça, c'est pour distinguer un petit peu des étoiles à l'intérieur d'un même type. Les étoiles ne sont pas toutes exactement similaires. On va avoir des petites différences, notamment des différences de température. Donc, on va avoir différentes classes depuis 0 jusqu'à 5. OK. Donc là, ce qu'on voit aussi sur cette image-là, c'est qu'au-delà de la couleur de l'étoile ici, plutôt bleu, plutôt vert, ou plutôt jaune, plutôt rouge, eh bien, on a aussi sur le spectre de l'étoile, donc sur la lumière décomposée en couleurs de l'étoile, parfois un certain nombre de raies sombres. Vous voyez qu'il y a un certain nombre d'endroits ici où on aperçoit des régions dans lesquelles il manque la couleur. Ces raies sombres sont en fait des endroits où certains atomes, comme ici l'hydrogène, eh bien, vont pouvoir absorber une partie de la lumière. Donc ça, c'est la base de l'étude en fait, des étoiles, tient sur ce transparent. À partir de l'étude de ces spectres, donc de la décomposition de la lumière, on va pouvoir, déterminer la température, comme on l'a vu précédemment, à partir de sa couleur, mais deux, on va aussi pouvoir déterminer la composition de l'étoile, à partir justement de ces raies sombres qui apparaissent dans le spectre de l'étoile. Et ici, donc, vous voyez que chaque raie sombre a été identifiée. En haut, on voit ici l'hydrogène, l'hélium, le magnésium, le fer, le silicium, et puis en bas, on va retrouver le calcium. Donc, on va retrouver comme ça tous les éléments qui vont être dans les étoiles, et on va même pouvoir déterminer quelle est l'abondance de ces éléments dans les étoiles. Alors, pour ne rien vous cacher, les étoiles sont composées majoritairement d'hydrogène. L'hydrogène, c'est l'élément le plus simple de la nature. C'est un proton avec un électron qui tourne autour du proton. On va dire 90% de l'univers est formé de cet hydrogène. Alors, en tout cas, de la matière qu'on appelle baryonique, c'est-à-dire celle à partir de protons et de neutrons, et de l'hydrogène. Et puis ensuite, le deuxième élément le plus abondant, c'est l'hélium. Et une fois que vous avez ajouté l'hydrogène et l'hélium, le reste de tous les éléments de la nature, donc autant vous dire que ça fait beaucoup d'éléments, hein, carbone, azote, oxygène, calcium, manganèse, tous les éléments que vous pouvez trouver ne vont représenter moins de 1% de la masse d'une étoile. OK, alors pour résumer, donc, on va associer un type spectral
ou encore on peut dire une couleur, à une température particulière de l'étoile. Donc ici, ça reprend l'image précédente sur laquelle on a ici pour les étoiles de type O, la température de surface c'est 60 000 à 30 000 degrés Kelvin. On va avoir une étoile qui est bleu-violette et on va retrouver des raies d'absorption, c'est-à-dire des éléments présents dans l'étoile qui vont être de l'azote, du carbone et de l'oxygène, et bien sûr de l'hélium. Pour les étoiles de type B et A, on va principalement voir l'hydrogène et l'hélium. Les températures pour les types B vont de 30 000 à 10 000 et la couleur est plutôt bleu pâle. Pour les étoiles de type A, c'est de l'ordre de 10 000 à 7 500, la couleur est plutôt blanche. Et puis ensuite, on atteint les étoiles qui vont avoir des caractéristiques assez similaires au Soleil, les étoiles F et G, avec des températures entre 7 500 et 5 000 degrés. Ça va être de couleur jaune, plus ou moins pâle. Et on va identifier à l'intérieur de ces étoiles-là un certain nombre d'éléments comme des métaux, fer, titane, calcium, manganèse, etc. Et puis enfin, pour les étoiles les plus froides, donc les étoiles de type K et M, qui vont apparaître, orange ou rouge, on a des températures qui vont de 2000 à 5000 degrés, et on va observer à l'intérieur de ces étoiles aussi tout un tas de métaux. Et même au-delà de ces atomes, on va commencer à observer des molécules qui vont pouvoir se former, comme par exemple des oxydes de titane. OK, la nomenclature OBAFGKM peut être retenue avec un petit moyen mémotechnique. Oh, be a fine girl, kiss me. Si vous voulez vous en souvenir. Alors, en fait, on peut aussi montrer que chaque couleur d'étoile, chaque type spectral, va correspondre à un rayon et une luminosité différents. Plus l'étoile est chaude, et plus elle est bleue, donc bleu-violet, plus elle est grosse, plus son rayon est important, et plus sa luminosité est importante. Inversement, plus une étoile est rouge, plus une étoile est petite, et moins sa luminosité est importante. Alors, d'où ça vient, ça ça, c'est là. Ah non, ça, c'est des... Oui, si, ça reprend... OK, ça reprend avec des valeurs ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire qu'ici, on retrouve les types spectraux, on retrouve les températures, et on retrouve ici les rayons. Donc, on normalise, c'est-à-dire on dit le rayon du Soleil, c'est 1. Eh bien, vous voyez qu'une étoile de type O, ça va être 10 fois plus grand que le Soleil. Inversement, une étoile de type M, beaucoup plus froide, eh bien, ça va être 1/3 du rayon du Soleil. La masse de l'étoile, qui va être liée au rayon, eh bien, si on prend 1 pour la masse du Soleil, eh bien, la masse d'une étoile de type O, ça va être 50 masses Soleil. Inversement, des étoiles plus petites que le Soleil peuvent exister, mais jusqu'à des masses qui vont être au moins de 0,2 masse solaire, 20% de la masse du Soleil. Si vous avez moins de 20% de la masse du Soleil, à 10% de la masse du Soleil, l'étoile ne peut plus exister. À 10% de la masse du Soleil, vous allez former plutôt une planète comme Jupiter. Jupiter, c'est 10% de la masse du Soleil. OK, ce qui va beaucoup changer ensuite, donc c'est effectivement la luminosité de l'étoile. Vous voyez que pour une étoile de type solaire, donc on prend une luminosité égale à 1, et bien pour une étoile de type O, on a une étoile qui est 100 000 fois plus brillante que le Soleil. Ça, c'est dû à sa température et à sa surface. Elle a des températures beaucoup plus élevées et une surface beaucoup plus grande. Ça va conduire à cette augmentation énorme de la luminosité.
Ok, inversement, vous voyez que pour les petites étoiles, hein, on a très peu de luminosité. Ici, par exemple, pour une étoile de type M, qui fait 20% de la masse du Soleil, eh bien, on aura 1% de la luminosité du Soleil. Donc ça, c'est des étoiles qui vont être très difficiles à voir, en fait, parce qu'elles vont très peu briller dans le ciel. Donc, on va facilement voir des grosses étoiles dans le ciel, c'est-à-dire des étoiles chaudes, en fait, et difficilement voir des petites étoiles. Ok, donc ce qui va se passer au cours de la vie de l'étoile, c'est que l'étoile va briller, donc va émettre de la lumière, cette luminosité-là, c'est la quantité de lumière qu'elle émet. Et du coup, si une étoile émet beaucoup de lumière, à une forte luminosité, elle va dépenser finalement son énergie à libérer de la lumière beaucoup plus rapidement. Et donc, son temps de vie va diminuer. J'ai mis un peu de lumière, je me suis mis un peu de lumière, pardon, parce que je ne voyais plus rien. Donc, la ligne suivante, c'est le temps de vie en millions d'années. Une étoile de type solaire va vivre de l'ordre de 10 milliards d'années. 10 000 millions d'années, 10 milliards d'années. Le Soleil existe depuis 4,5 milliards d'années. Donc, le Soleil est à peu près à la moitié de sa vie actuellement. Donc, ça veut dire qu'effectivement, dans quelques 5 milliards d'années, eh bien, ce Soleil va arriver dans sa phase finale de vie. Pour une étoile qui serait de type O, avec une température de 40 000 degrés, une luminosité de 100 000 luminosités solaires, eh bien, vous voyez que le temps de vie tombe à 10 millions d'années. 10 millions d'années, c'est très, très court. À l'échelle des étoiles, c'est presque instantané. Autrement dit, les étoiles les plus grosses et les plus massives vont vivre très peu de temps. Elles vont quasiment disparaître dès qu'elles sont nées. Inversement, si on prend des étoiles toutes petites, comme des étoiles de type M, qui ont une faible température, qui émettent très peu de lumière, 1% de la lumière du Soleil, eh bien, elles vont vivre 10 fois plus longtemps. Elles vont vivre quelques 100 milliards d'années. Donc, celles-là, elles ne sont pas prêtes de s'éteindre. Celles-là, elles vont vivre pendant très, très longtemps. Elles sont là depuis l'apparition de l'univers et vont continuer, enfin, elles sont apparues après l'apparition de l'univers, bien sûr, mais après l'expansion de l'univers, je devrais dire. Mais elles vont s'accumuler, en fait, au cours du temps, puisqu'elles vivent très, très longtemps. Alors que vous voyez que celles-là, les étoiles de type O, les plus grosses étoiles, eh bien, elles vivent très peu de temps et donc vont être très peu abondantes. On peut ici comparer donc l'abondance des différents types d'étoiles dans l'univers. Une étoile de type solaire, c'est une étoile qui va représenter à peu près 5% de toutes les étoiles. Une étoile de type O, c'est très, très rare. Vous voyez que c'est 0,000001%. On en rencontre très peu. Ben oui, forcément, parce que dès qu'elles naissent, en fait, très rapidement, elles disparaissent. Donc, on ne va pas pouvoir les observer. Elles ne vont pas contribuer, finalement, au nombre d'étoiles qui vont être présentes à un instant donné. Inversement, des étoiles de type M qui, elles, vivent pendant 100 milliards d'années, eh bien là, elles vont s'accumuler au cours du temps. Et à un instant donné, on va en observer vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Et d'ailleurs, on pense qu'elles représentent 80% de toutes les étoiles qu'il y a dans l'univers. OK, alors comment ces différents paramètres sont liés? Les paramètres de masse, de température, de luminosité, etc. Alors, pour ça, il faut imaginer que l'étoile, finalement, c'est, on l'a dit, principalement de l'hydrogène avec un peu d'hélium. Donc, imaginez que vous avez un nuage d'hydrogène. Vous avez un nuage d'hydrogène et cette nuage d'hydrogène, pour une raison ou une autre, à un moment donné, il s'effondre sur lui-même.
Donc, ce nuage s'effondre, ça veut dire qu'au centre, eh bien, on va comprimer le gaz présent. La température va donc monter. Quand vous comprimez quelque chose, hein, la température monte. Vous avez déjà dû voir ça avec une pompe. Hein. Si vous pompez avec une pompe à vélo, vous allez voir, ça chauffe. C'est la compression. Quand vous comprimez quelque chose, eh bien, la température augmente. Du coup, au centre de l'étoile, la température va monter, 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 monter. Et plus la masse est grosse, plus la température va pouvoir monter haut. OK, ensuite, il va se passer des choses, j'y reviendrai la prochaine fois, je pense qu'on n'aura pas le temps aujourd'hui, mais il va se passer des choses au centre de l'étoile, et puis l'étoile va se stabiliser avec un certain rayon. Donc là, on imagine bien que plus la masse de l'étoile qui s'est effondrée au départ, plus la masse d'hydrogène qu'il y avait au départ est grosse, plus l'étoile, au final, va être aussi grosse. Hein? OK, bah si elle est plus grosse, donc elle a un rayon elle a une masse plus importante, elle a un rayon plus important. Et si elle a un rayon plus important, du fait que sa température est aussi plus importante, eh bien, elle va émettre beaucoup plus de lumière. Et donc, si elle émet beaucoup plus de lumière, eh bien, elle va dépenser son énergie beaucoup plus rapidement et du coup, son temps de vie va diminuer. Et du coup, si le temps de vie diminue, ben, l'abondance de l'étoile diminue elle aussi. OK, donc voilà ce sur quoi on va terminer aujourd'hui, si ça vous va. Et puis, ben, on reprendra à partir de là la semaine prochaine pour que je vous explique notamment quelle est cette source d'énergie à l'intérieur de l'étoile qui lui permet de briller comme ça pendant des millions, voire des milliards, des centaines de milliards d'années. OK? C'est bon pour vous? Je suis prêt à prendre des questions, hein, s'il y en a. Oui, je mettrai bien sûr les deux présentations là, que j'ai fait aujourd'hui sur Eprel. Pas de souci. OK, bon ben. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous souhaite aussi à tous une très bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine. La vidéo, non, mais alors la vidéo qu'il y a dans le diapo, elle ne sera pas sur Eprel, parce que c'est un PDF qu'il y aura. Mais par contre, il y a l'adresse à laquelle vous pouvez la récupérer. Au revoir. Bonne soirée à tous.